Allez, bim! J'ai encore gagné. Ah, c'est nul. Tu veux pas qu'on change de jeu, plutôt? Ah, ok, je regarde. Tiens, c'est quoi ça? Tu connais ce jeu, toi? Fais voir. Allo Central. Connais pas. Bah, vas-y, on essaye. Vous allez être digitalisé dans le programme Allo Central. Veuillez ne pas bouger. Eh, en vrai, ça a de la gueule. Grave. Allo Central, où toute la culture est à votre portée. Présenté par Morgane et sa super team, une fois par mois, sur vos plateformes d'écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 119 d'Allo Central. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous aimez les histoires biographiques galvanisantes, car c'est des étoiles plein les yeux que nous allons vous parler de véritables stars de l'histoire américaine et du petit écran. Et pour cela, que diriez-vous de partir dans une folle aventure très très loin de chez vous, dans le plus grand open space de l'univers? Je désigne bien sûr l'espace avec un grand E. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, nous aborderons aujourd'hui la série télévisée The Right Stuff, aka L'étoffe des héros, une mini-série en 8 épisodes produite par la chaîne National Geographic et diffusée sur Disney+ depuis le 9 octobre 2020. Mais bien entendu, pour partir dans un débat astral, je ne suis pas seule, j'ai dans mon équipe d'astronautes des chroniqueurs aussi lumineux que le soleil, en commençant par Lucille et Céline. Bonsoir. 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 Et telle la découverte d'une nouvelle planète, un nouveau chroniqueur qui s'y connaît plutôt bien sur le sujet, avec Julien. Bienvenue. Bonsoir. Rapidement Julien, tu es notre élément scientifique de la soirée, puisque tu es docteur en astrophysique. Ça s'en rapproche un tout petit peu plus qu'une bibliothécaire, une nana dans l'immobilier et une web designeuse. Est-ce que tu peux rapidement nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, les médias? Alors avec plaisir, déjà merci de m'accueillir ce soir. Et moi en fait je suis surtout actif sur Twitter, sur le compte d'Asaju, donc @da2sa_ju, enfin JU. Et sur Twitch où c'est aussi d'Asaju mais pas de underscore parce que c'est pas pratique la vie et que du coup j'ai pas pu avoir le même pseudo sur les deux. Où je fais beaucoup de en fait je fais surtout de la vulga, enfin bon souvent sur Twitter je fais surtout je tweete surtout des mèmes de gauche, mais à part ça, je fais pas grand chose. Sur Twitch, j'essaie de faire un peu de tas de trucs. Voilà. J'ai cru comprendre en écoutant un petit extrait d'une intervention sur une radio très connue et nationale que tu faisais du montage de Lego en ce moment. Alors oui, mais il est fini justement. J'avais une, typiquement, alors elle est pas dans la série celle-là, mais j'avais une Saturn V en Lego, celle qui a été du coup sur la Lune, que j'étais en train de monter. J'ai fait des petits lives où je montais ça et puis on parlait de trucs en même temps, quoi. Non mais c'est bien, tu es parfaitement dans la thématique de la soirée en tout cas. Maintenant, chers auditeurs, fini les tours de centrifugeuse, car nous allons entamer tout de suite notre première partie dédiée à la série L'étoffe des héros, suivie en seconde partie de nos recommandations épiques du moment. Et sur ce beau programme, je vous propose que nous commencions tout de suite avec Céline qui va nous faire le plaisir de nous résumer L'étoffe des héros, de quoi ça parle. Alors, L'étoffe des héros, ça parle des débuts d'une petite agence dont on a vaguement entendu parler, la NASA, qui a décidé sur un coup de tête d'envoyer 7 mecs dans l'espace. Et donc la série raconte comment ces 7 personnes ont été choisies, leur destin et qui sera le premier américain dans l'espace, soupçonné d'un tout petit peu de guerre froide et de baston avec l'URSS qui, comme on le sait, enverra le premier humain dans l'espace. Mais donc la série va s'attacher au destin extraordinaire de ces 7 héros nationaux et de comment ils se sont préparés à cette aventure hors du commun. Oui, et puis pour compléter rapidement, L'étoffe des héros, c'est aussi, en tout cas la série, une adaptation d'un roman de Tom Wolfe qui a vécu à l'époque, qui a rencontré d'ailleurs et interviewé tous ces astronautes sur justement comment ils ont vécu cette course contre la montre, contre les Russes. Et il en a écrit un bouquin qui est sorti en 79,
qui a eu un énorme succès et qui a ensuite été adapté une première fois au cinéma en 83 dans un film très court de 3h20 de Philip Kaufman avec genre un gros casting, genre Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn, Dennis Quaid, enfin bref, voilà, gros casting déjà pour un très très long film qui était pour le coup très chouette, mais relativement, on va dire, différent de cette série, puisque on pourra en reparler dans l'épisode. La série est loin d'être tendre avec les astronautes. Et du coup, cette série, déjà, est-ce que vous l'attendiez ? Toi, par exemple, Julien, est-ce que tu attendais cette série ? Alors, il va falloir que je vais admettre que non, elle est même sortie, j'étais même pas au courant en fait qu'elle était sortie, je l'ai appris par des potes à moi qui étaient un peu plus sur, enfin moi Disney, enfin je suis pas du tout Disney Plus en fait, du coup j'attendais pas la série, du coup j'ai appris que ça existait vraiment un peu par hasard. Faute d'abonnement, tu peux pas être au courant, c'est sûr. Hein. Voilà, exactement. C'est sûr. Et toi, du coup, Céline ? Alors, moi, un peu pareil, je savais pas qu'elle existait, je suis tombée dessus par hasard, les joies de l'algorithme de Disney+, je venais de finir de Le Mandalorian, je cherchais autre chose, et là, d'un coup, l'image de l'étoffe des héros, le pitch, j'ai cliqué sur regarder. Toi, t'es tombée dessus parce que t'adores les récits biographiques ou est-ce que t'adores l'espace ? Les deux. Non, en vrai, le truc, c'est, je sais pas pour les autres, mais... on a tous entendu parler à l'école de Yuri Gagarin, on sait tous, le premier homme dans l'espace, Laika, la première chienne, tout ça. Mais moi, je connaissais pas trop cet aspect-là. Enfin, à part évidemment tout le passage quand ils sont allés sur la Lune, mais tout ce qui s'est passé avant, je savais pas trop. Et c'est les années 50, les années 60, c'est vraiment une période moi qui me fascine, que je trouve hyper intéressante. Et du coup, j'avais tout ça mélangé dans une seule série avec en plus des têtes un peu connues. J'étais contente. C'est marrant parce que moi, je connaissais aucun mec du casting à part un gars qui a joué dans Mad Men. Donc du coup, c'était le grand inconnu pour moi. Et toi, du coup, Lucille, est-ce que tu attendais cette série ou c'est le sujet de ce soir qui t'y a poussé ? En fait, j'avais croisé la suggestion sur Disney+, mais j'avais pas spécialement décidé de jeter mon dévolu dessus, parce qu'il y a tellement de choses à voir, il faut faire des choix. Et c'est effectivement, quand vous avez suggéré de faire l'épisode dessus que je me suis lancée. Voilà. Et du coup, la grande question, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a déplu ? Du coup, toi Céline, par exemple, qui a... j'ai un petit avis sur la question, mais puisque c'est toi qui as lancé l'envie de parler du sujet, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. J'ai été happée par l'histoire. Les épisodes sont ni trop longs, ni trop courts. Et je me suis surprise à réussir à être concentrée 45 minutes sur un épisode, voire à en enchaîner 2 ou 3 de suite. Donc, j'étais vraiment aspirée par l'histoire et j'ai trouvé ça... hyper bien, ce qui fait que du coup j'ai acheté le livre et que je regarderai le film. C'est ce que j'appelle un tiercé gagnant. Voilà. Et toi Lucille ? Alors pour être honnête, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé que le rythme était plutôt lent. C'est pas non plus c'est pas une série d'action, hein. C'est quand même une série qui s'arrête sur le destin d'une poignée d'hommes. Et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans à cause du rythme, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable, plutôt sympa, ça m'a intéressée. J'ai quelques petits regrets, comme le fait par exemple qu'on ne les voit pas beaucoup s'entraîner. On les voit sur une machine en particulier, mais on voit pas trop. Donc tu te demandes un peu ce qu'ils foutent de leur journée, à part faire des coucheries ou essayer de régler des problèmes avec leurs femmes. Donc ça c'est voilà. Même si les femmes des pilotes sont probablement mes personnages préférés dans la série, parce que je les trouve extrêmement attachantes et je trouve que justement elles arrivent à rendre humains les astronautes qui sont un peu bruts de décoffrage parfois. Le côté gossip m'a un peu lassée à certains moments. Donc j'ai trouvé ça quand même très agréable, mais c'est pas non plus l'amour fou. Je comprends. Et toi Julien ? Alors moi j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est vrai qu'à la base c'est pas une série que je comptais voir. Après je me suis dit bon, quand même j'ai jeté un œil et puis j'ai un peu persisté aussi parce que il y avait plusieurs opportunités d'en parler. Mais à la base c'est vrai que je m'étais dit oh là là, encore une série sur les astronautes et j'en ai vu vraiment beaucoup et il y en a vraiment pas mal en ce moment. En plus je sais pas ce qui se passe, mais il y a eu pas mal de films, pas mal de séries qui essaient de traiter de ça. Et j'ai plutôt bien aimé parce que je trouvais que c'est vrai
c'est pas si souvent qu'on traite autant le facteur humain des personnages. Alors on le voit un peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de montrer qu'on voit les astronautes comment ils étaient dans leur vie, quoi. Et en fait, on tombe souvent dans un problème sur ce genre de série, c'est que pour rendre les persos humains, on les rend trop humains pendant l'émission et pendant qu'ils travaillent, parce que c'est là que c'est intéressant entre guillemets. Sauf qu'en fait, c'est pas là que ces gens-là étaient le plus humains, parce que là, pour le coup, les mecs étaient pros. Et donc du coup, ça donne des trucs très peu réalistes. Et là, je trouvais que c'était marrant, parce qu'on voit leur vie en dehors, quoi. On voit qu'elle est pas terrible. Enfin, elle est pas terrible. On se comprend, quoi. Qu'elle est un peu, bancale sur certains aspects parce que ils sont pas parfaits. Voilà. Quand tu dis oui, on les rend humains dans des situations de crise comme dans Apollo 13, par exemple. Apollo 13 encore se tient pas trop mal, hein, je trouve. Ils vont pas trop loin dans la romantisation du truc, je trouve. Non, dans le sens où les mecs ils étaient quand même un peu plus neutres dans la gestion de crise, même si c'était sans doute un cauchemar. Oui. Alors après là pour le coup, je crois que aussi dans la série on les montre un petit peu intenses dans des situations de crise en mission, mais je pensais plus à des séries ou des films qui te montrent des astronautes qui sont censés être la fine fleur ultra formée et tout, et qui en mission font des erreurs dignes de quelqu'un qui a jamais foutu les pieds dans une fusée, ou même je veux dire dans n'importe quelle situation de crise de sa vie en fait. Ouais, c'est créer du drama là où normalement dans la vraie vie tu vas pas recruter quelqu'un qui fait autant de drama. A priori non. Sinon c'est assez dangereux. Ils auraient fait exploser un peu plus d'astronautes sinon. Vous imaginez si c'était à l'ère des réseaux sociaux ? Oh mon Dieu. Et pourtant là, tu sens un peu que effectivement ça aurait pu marcher, parce que quand tu vois que par exemple toutes les histoires avec les journalistes qui sont sur les pelouses devant la maison pour suivre tous leurs faits et gestes et tout, t'as un peu l'impression que de nos jours on aurait eu probablement ça en à peine pire. Oh d'ailleurs, de nos jours, les astronautes, ils sont ultra contrôlés sur leur com. Hein. D'ailleurs, c'est pas eux qui la font. Hein. Tu peux pas te permettre de faire partie des représentants humains qui vont dans l'espace et te comporter comme un sagouin. Enfin, c'est pas possible. Moi, je trouve ça normal. Après, ça perd peut-être en naturel, mais finalement, quand tu vois les personnages dans la série, la manière dont ils ont tracé leur caractère, moi personnellement, c'est aussi la partie qui m'a peut-être le plus pas ennuyée, parce que je me suis pas ennuyée pendant la série, parce que j'ai appris énormément de choses, parce que finalement je connaissais en effet très peu de faits historiques sur cette conquête spatiale. Ça c'était hyper intéressant, mais par contre le côté gossip et de coucherie, et puis surtout cette bataille de grosses couilles, excusez-moi du terme, hein, mais ça m'a personnellement, il y a des moments j'étais là genre oh là là, mais calmez-vous les gars, et c'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, je suis ressortie de 7 saisons de Mad Men, et là j'avais l'impression de me retrouver dans un Mad Men bis en condensé. Moi j'ai jamais eu autant envie de voir du whisky et de fumer des clopes en regardant une série. Hein. Pourtant je bois pas de whisky. Ah ouais, non mais moi ça m'hallucine, il est 10h du mat, les mecs, paf, ils sortent un petit verre, et là je me dis mais attends, les mecs ils vont dans la centrifugeuse après. Genre ok. Tu m'étonnes qu'ils soient malades. Mais c'est clair, le mec il se plaint d'avoir un petit problème d'oreille interne, mais bref, la série est bien, et par contre ce qui est chouette, c'est que c'est extrêmement bien filmé, je trouve. Oui, c'est joli. On a quand même de belles images, mais en même temps, j'en attendais pas moins de National Geographic. Et les décors sont cool aussi. T'en as pas qui font cheap ou qui font un peu bricolé. Je trouve que c'est franchement bien foutu. Hein. Et c'est vrai que en comparaison avec le documentaire qui accompagne la série, pardon, ils ont été très fidèles aux images d'archives, en tout cas, qui ont été présentées. D'ailleurs, par contre, j'ai eu un petit bug parce que j'ai regardé le film de 83 hier pour préparer l'émission, et il y a des moments où il y avait des images qui étaient dans le documentaire, qui étaient dans le film aussi, et je me suis dit, mais est-ce que c'est le film qui a pris des images d'archives, ou est-ce que c'est le documentaire qui a pris des images du film? Et je savais pas, j'étais complètement paumée, et je pense plutôt que c'est des images d'archives qui ont été prélevées, mais ça m'a fortement perturbée. Enfin bref. Du coup, ça nous permet peut-être de rebondir un petit peu sur le casting. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interprétation des acteurs, en fait, de tous ces personnages historiques? Bah écoute, dans la mesure où j'ai eu envie de filer des claques à la moitié, j'estime qu'ils ont bien joué.
Parce que je pense que la façon dont les personnages sont écrits, le but du jeu, c'est peut-être de démystifier un peu les héros, je pense. Et effectivement, il y en a plusieurs qui sont pas détestables, hein, on va pas exagérer non plus, mais de temps en temps, une bonne paire de claques, je pense que ça leur aurait remis un peu l'ego en place. Et donc, enfin, en tout cas, j'ai rien à redire sur le casting. Alors, il y a juste une chose, c'est qu'il y en a deux. Il y a Gordo et un autre type dont j'ai oublié le nom, que j'arrêtais pas de confondre au début. Et ça m'a perturbée sur les 2-3 premiers épisodes. Je disais, attends, c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui est séparé de sa femme? Ou est-ce que machin? Je pense que tu confonds Gordon Cooper et Scott Carpenter, parce que les acteurs sont bruns aux yeux clairs, les deux. Oui, c'est lui. Et Scott Carpenter, d'ailleurs, à chaque fois j'étais là, mais c'est qui lui déjà? Parce qu'on s'attarde pas vraiment sur ce qu'il fait. Qui est donc James Lafferty, qui est apparemment, mais comme j'ai jamais regardé, donc un des acteurs principaux des frères Scott. C'est un des frères Scott, oui. Et voilà, donc moi j'ai jamais vu non plus. moi ce qui m'a fait marrer sur ce personnage-là, c'est qu'en fait, on voit plus sa femme que lui finalement. Sa femme a plus d'importance que lui. Oui, c'est vrai, mais parce que justement ils ont remis un peu dans la balance le fait que les épouses étaient aussi mises sur le devant de la scène. Et ça devait être assez difficile à vivre, mine de rien. Mais c'est vrai que c'est un personnage. Enfin, il y a des moments, j'étais là, merde, c'est lequel des 7 nains là? Parce que t'en identifies 4 vraiment. Après, pour moi, il y a les Nazagai et Nazagai le chef, tu vois. Et sinon, après, c'était un peu flou et c'était plus facile d'identifier qui était l'épouse de qui. Mais par contre, les gars en eux-mêmes, à part en effet Shepard, Glenn et Cooper, si Grissom, parce que Grissom, il a un physique mémorable. Oui, tout à fait, mémorable, c'est le terme. Si, il a une tronche, on dirait un peu un Lino Ventura américain. Exact. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il est, et puis il a une manière de parler, il est présent. Il est présent. Mais moi j'étais un peu choquée parce que Gordon Cooper, j'en attendais beaucoup parce que il avait l'air sympa au début. Et quelle déception. Quelle grosse déception. C'était assez terrible. Je sais pas si vous aviez par contre un petit pas un crush, on peut pas dire ça comme ça, mais comment dire, une affection particulière pour un des astronautes. Toi par exemple Julien, est-ce que il y en a un que tu appréciais plus qu'un autre? Alors pas vraiment. C'est vrai que déjà c'est vrai que moi j'ai aussi eu le problème d'avoir beaucoup de mal à les distinguer pendant un moment. Mais je suis très mauvais pour ça. Moi j'ai trouvé que tout le monde avait la même tête avant de dire attends, il y a quand même quelques-uns, je peux peut-être les identifier. Et du coup j'étais là dans la salle, je dis non mais attends, c'est lequel là? Attends, peut-être les sous-titres, vous me le dire. Après ils sont quand même tous assez antipathiques, j'ai trouvé. Non mais ça me rassure que tu dis ça parce que je me suis dit mais est-ce que c'est que moi ou Non, je trouve aussi. Après, j'ai l'impression qu'ils sont quand même. Alors bon, je suis pas un expert absolu du programme Gemini, mais non, Mercury, pardon, je confonds les deux là maintenant, ça y est. Mais Gemini, c'est le suivant. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura une suite à Let of the Heroes, s'ils vont faire les autres programmes spatiaux après derrière, mais c'est pas le sujet, désolé. Je crois qu'ils ont annoncé une saison 2. D'accord, donc il y aura aussi le programme Gemini qui est le suivant, pour mettre 2 hommes en orbite et travailler ça, et du coup, j'imagine qu'ils vont faire Apollo derrière peut-être. Ouais, il y a de quoi faire en même temps. Ah bah oui. Il y a de la matière. Mais enfin, du coup, oui, dans les personnages, j'ai l'impression qu'ils ont été assez fidèles aux personnalités qu'ils avaient historiquement, quoi. En fait, j'ai l'impression, ils sont, en tout cas, John Glenn et Alan Shepard, qui sont, on va dire, les plus connus, ils sont assez proches de comme on sait qu'ils étaient, quoi. D'accord. Et je les ai tous trouvés relativement tous désagréables, chacun à leur façon. Oui, parce que même John Glenn, avec son côté boy scout, parfois peut être assez agaçant. Après, John Glenn, c'est vrai que c'est peut-être un de ceux qui est le plus proche de ce que t'imagines être un astronaute, quoi. Il est vachement plus sur son job et sur sa mission. Droit dans ses bottes, quoi. Ouais. Ouais, c'est le personnage qui m'a semblé le plus abordable, en tout cas le plus facile à s'identifier, dans le sens où il participe quand même à une révolution scientifique, et les mecs, la plupart, tout ce qu'ils veulent, c'est aller jouer dans la piscine avec les nénettes qui leur tournent autour. Tu dis bon. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu dis waouh, tu vas être peut-être le premier être humain dans l'espace, et toi tu te dis attends, combien je peux boire de whisky et baiser de meuf ce soir? C'est genre mais ok, c'est, enfin je sais pas, c'est où la enfin voilà quoi. Quand même.
En fait, t'as l'impression que c'est le seul qui prend vraiment la mesure de la responsabilité qui est la leur. Mais c'est le seul d'ailleurs qui est capable de gérer les médias. Ouais. Parce que il a vraiment conscience en fait de l'impact en fait du regard du public sur eux. Et c'est pour ça que il est peut-être agaçant parce qu'il est trop responsable en fait. Et tu vois la scène dans le docu quand il montre justement la première interview quand ils les ont présentés et que tu te rends compte que les phrases que dit John Glenn dans la série sont les mêmes que celles qu'il a dites en vrai. Moi j'étais scotchée. Ouais, c'est clair. Je me suis dit c'est trop cool. Non, le mec est quand même c'est un orateur né. De base, il est vraiment très très bon et il sait comment dire donner de l'engouement à un public qui l'écoute et ouais tu y crois à la conquête de l'espace avec lui. Je crois qu'il a fait de la politique après. Hein. Ah ouais ? Ouais, il me semble. Mais globalement, pour ceux qui ont pas eu d'accident entre eux, comme désolé du spoil, mais Grissom a eu un léger accident. Assez petit. Ouais, il a brûlé vivant, le pauvre. Oui, un petit peu, oui. Donc, du coup, en plus, c'était même pas dans l'espace, donc c'est vraiment un accident terrible sur Apollo 1, de mémoire, de ce que j'ai cru. Oui, totalement, ouais. De ce que j'ai cru. Lors des voir. entraînements. Ouais, mais la plupart, sinon, ils ont vécu assez âgés. Là, je regardais autour des 85 ans. Donc, ouais, non, ils ont eu des bonnes vies, les gars. Non, en général, quand ils ont pas eu d'accident. Parce que malheureusement, c'est un métier à fort risque. Bah ouais. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui m'a vraiment impressionné dans la série. Même si, comme tu le disais, Lucille, on voit pas beaucoup d'entraînement. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que par contre, il tourne ça de manière un peu humoristique dans le film d'ailleurs, parce qu'il y a des entraînements qui sont quand même assez cocasses. Mais ouais, ça a l'air vraiment très difficile. Il faut vraiment prendre les mecs qui sont capables de mieux gérer le stress, la douleur, l'effort physique, être dans une cabine qui te secoue dans tous les sens. Enfin, c'est quand même, ça a l'air très très pénible. Moi, je me demandais d'ailleurs, est-ce que vous pensez que le fait que ce soit produit par National Geographic, ça semble plus proche d'une réalité scientifique, ou est-ce qu'ils ont un peu romancé un peu le truc? C'est clairement romancé, hein, ne serait-ce toute la partie drama et compagnie. Ouais. Après, je pense qu'effectivement, le fait que ça soit National Geographic, peut-être qu'ils ont porté un intérêt particulier à ce qui est une certaine cohérence et crédibilité dans tout ce qui pouvait être aspect scientifique et technique. Mais c'est peut-être juste une impression. Ouais. Toi, Julien, t'en penses quoi? Moi, ça m'a semblé. Alors, encore une fois, faut faire attention parce que je suis pas un expert Enfin, c'est bizarre hein, pour un astrophysicien, mais je suis pas un expert en spatial en soi, parce que c'est le voyage spatial, c'est encore un autre truc à part. Mais maintenant, ça m'a semblé aussi vachement carré sur beaucoup de choses. Après, oui, clairement, comme tu disais, Lucille, c'est romancé, je pense. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la plupart des choses romancées, elles sortent pas entièrement de nulle part et elles ont toujours un ancrage dans quelque chose, genre le fait que les astronautes, qu'il y a des problèmes d'infidélité, les machins et trucs, c'est quand même quelque chose ça se disait pas publiquement parce que voilà l'image des astronautes, mais c'est a posteriori, là je lisais des articles, c'était clair qu'il y avait des gros problèmes de ce côté-là, plein d'histoires comme ça et même des anecdotes que je trouvais super marrantes, alors je sais plus leur surnom là quand ils vont dans l'hôtel au début, quand ils doivent se retrouver où ils sont tous un surnom. Mais ça s'est pas passé sur le programme Mercury, mais c'est vraiment une référence alors soit c'était Apollo, soit c'était Gemini, mais où ils ont vraiment fait un truc comme ça, où tout le monde avait rendez-vous à un hôtel en portant le même nom. Oui. Et ça ils ont inventé les anecdotes à partir d'autres anecdotes, ils les ont pas juste créées de nulle part en fait, j'ai l'impression. Ouais, donc il y a quand même une part de retranscrire une partie de l'histoire, mais on n'a pas le temps de tout raconter parce qu'il faut résumer un petit peu. Mais de toute façon, ils le disent au début de chaque épisode que la série est adaptée de faits réels, mais qu'il y a des aménagements. Et ça, je trouve ça plutôt honnête de la part d'une série dite historique. Parce que c'est pas fort. Enfin, clairement, les gens ils remettent pas toujours en question ce qu'ils voient. Donc c'est important d'avoir ce petit cartel au début pour dire ne mangez pas toute la sauce comme on vous la donne. Faut remettre quelques petites choses en question. Et c'est pour ça que à côté, le documentaire est intéressant pour remettre un peu de grain au moulin, comme on dit. Tu vois, je ne sais pas par contre si c'est vraiment lié à National Geographic, parce que par exemple une des séries sur cette période qui est la plus réaliste que j'ai vue, c'était De la Terre à la Lune, qui est une série HBO des années 90 par exemple. Donc National Geographic, l'autre série que j'ai vue d'eux, c'était Les Cosmos, qui sont
sacrément bien foutu aussi en termes de c'est des, je sais pas si vous voyez ce que c'est que comme série de documentaire en fait. Je vois la vignette sur Disney+. Mais Avec D'accord. comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ce présentateur là ? Enfin, ce scientifique. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, c'est ça. Bah c'est pas mal fichu du tout. C'est pas parfait, hein. Notamment la partie histoire de l'astro. Moi j'aurais peut-être des choses à y redire, mais mais c'est vachement bien fait quand même. Et donc je pense que oui, peut-être qu'il y a aussi quand même ce côté qui joue un petit peu, mais je sais pas si c'est propre à National Geographic du coup. Je pense que pour se faire un avis global sur leur capacité à retranscrire la réalité, il faut peut-être attendre quelques séries supplémentaires. Puisque mine de rien, là il y a eu la série documentaire, là c'est de mémoire pour moi c'est la première fiction, parce qu'ils font, fiction, c'est pas vraiment de la fiction, mais mi-fiction, mi-réalité, mi-biopic. Donc faut peut-être attendre d'avoir encore un peu plus de production pour se faire un avis, je suppose. T'en penses quoi, Céline ? Ouais, je pense aussi. Après, là, il y a aussi le fait que c'est coproduit par Leonardo DiCaprio. Ah bon ? Ouais. Il est partout. Il est incroyablement partout, cet homme-là. Et... Mais ouais, moi, ça m'a donné envie de voir plus de trucs sur National Geographic, sur cette partie-là du coup de Disney+, alors que moi, au départ, Disney+, c'est Disney, Marvel, et c'est tout. Et là, du coup, ouais, ça m'a poussé à regarder justement ce qui était proposé de ce côté-là. Et du coup, ouais, j'ai vu qu'il y avait Cosmos et je me dis que ça m'intéresse pas mal. Oui, parce que Cosmos, du coup, c'est quoi ? C'est de la vulgarisation ? Ouais, c'est de la vulgarisation, surtout astrophysique du coup, avec un petit peu d'histoire qui est plutôt pas mal foutue, mais on va dire, comme je dis, peut-être un peu plus dans certains clichés. Et, bon, après, je suis très chiant sur l'histoire d'astronomie parce que j'en ai enseigné pas mal pendant ma thèse. Donc, voilà, il y a des choses que je trouve un peu simplistes, mais c'est vraiment une très belle émission, je trouve. C'est très travaillé, c'est très recherché, et du coup, ouais, c'est des documentaires astro qui sont très... Je trouve que ça arrive, pour ma part, je trouve qu'ils arrivent à trouver cette espèce de bonne limite entre vouloir être inspirant et faire rêver les gens tout en leur disant pas n'importe quoi avec. Ils arrivent assez bien à trouver cette frontière-là. Ça peut débloquer des vocations sans trop envoyer trop de rêves. Alors, je pense qu'on peut dire que ça envoie peut-être trop de rêves, mais en même temps, est-ce qu'il faut pas envoyer trop de rêves quand on parle de l'univers ? Je pense que c'est une question. Tu vois, moi, je pense qu'il faut pas hésiter. L'univers, c'est quand même très, 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 très incroyable, quoi. Donc, ça semble incroyable, mais moi, il y a des moments, ça me fait des vertiges de penser à l'immensité de l'univers. Du coup, je peux pas regarder trop de trucs sur l'univers trop longtemps. C'est vrai que c'est pas simple. Tu sais, quand ils font des vidéos où ils font des dézooms de ouf après où tu vois la taille minuscule de la Terre par rapport à d'autres planètes à l'autre bout de l'univers, c'est assez ouais, ça fout le vertige, quoi. Mais c'est fascinant, et si ça peut débloquer des vocations chez des plus jeunes ou des moins jeunes, tant mieux, hein. Ouais, carrément. Bah d'ailleurs, ça a amené ma petite question un peu blague, même si je pense que nous sommes tous un peu trop vieux pour nous reconvertir. Est-ce que vous, de voir la série, ça vous a donné envie de partir dans l'espace et d'être astronaute ? Oh non. Je vais rester dans ma bonne bibliothèque. Ah non, mais enfin, après c'est une question, je veux dire, c'est purement personnel, mais ça a l'air d'être très physique, d'être très exigeant. Je pense pas que j'aurais les capacités physiques ou mentales d'aller dans l'espace en risquant ma vie, quoi. J'aime beaucoup l'espace, mais je suis contente de la regarder depuis le sol, tu vois. Tu es quelqu'un qui est d'un très bon soutien. Exactement. Moi, je suis plus une femme d'astronaute qu'un astronaute, tu vois. Et toi, Julien ? Bah, ça me ferait rêver, mais enfin, c'est plus le côté, le sacrifice de vie qui va avec. Bon, on en reparlera sûrement dans la partie d'après, et je vais peut-être laisser les gens deviner pourquoi quand ils y seront. Mais là, voilà, pour avoir un tout petit peu vu et étudier ce qu'était une vie d'astronaute, j'ai vu quand même que c'était pas méga fun quand même, et qu'il y a le côté incroyable de l'aventure, mais alors que par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment un métier difficile, où on peut pas être avec sa famille, où on est tout le temps mobilisé sur un tas de trucs, on est tout le temps en train de parler à la télé et autres, ou sur les radios, on n'a jamais de temps pour ça. Enfin, c'est un sacrifice aussi énorme, quoi. Un sacrifice au nom de la science. C'est pas facile. Et toi, Céline ? Alors moi, j'ai déjà le vertige en haut d'une échelle, donc autant vous dire que me mettre dans une capsule pour m'envoyer dans l'espace, assez peu. J'ai regardé le docu hier soir, il y a un moment, je crois que c'est dans le vol de Shepard, où genre ils l'entendent plus pendant 3 minutes. Non, c'est Glenn.
Non, c'est Glenn, voilà. Et Glenn, ils l'entendent plus pendant 3 minutes et et genre j'avais mal au ventre alors que je sais qu'il va bien et que il a vécu longtemps derrière. Mais j'avais mal au ventre. Je disais mais non, mais c'est pas possible. Et voilà, c'est comme je crois qu'on nous a tous montré quand on était gamin les images de Apollo qui explosent dans le ciel. C'est horrible. Et moi, juste pour ça, non, jamais. Mais même pas femme d'astronaute, même ça je pourrais pas. Le plus loin possible, s'il vous plaît. Non, non. Vraiment. C'est vrai que à y réfléchir, être femme d'astronaute, c'est pas forcément être mieux. Hein, parce que, une angoisse. Ouais, et puis tu dois pas souvent voir ton mari. Bah, comme femme de pilote d'essai, dire c'est dans la même idée, parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient pilotes d'essai avant de devenir astronaute. Faut avoir le cœur bien accroché, parce que tous les jours les mecs ils risquent leur vie et en même temps ils aiment ça. C'est aussi ça qui les. Ouais, c'est des mecs qui sont accros à l'adrénaline, au risque et qui seraient pas capables de faire un boulot de 9 à 18 derrière un bureau. Bah, c'est ça, et en même temps il en faut des gens comme ça, parce que d'ailleurs c'est dans le film, ce qui n'est pas du tout forcément évoqué dans la série, l'introduction elle se fait avec des pilotes d'essai, notamment un mec qui s'appelle Yeager, je crois, qui est le premier homme à avoir dépassé le mur du son. Et c'est comme ça que le film commence, et ils font un léger parallèle en fait entre justement la conquête de l'espace et la conquête aérienne, en tout cas dans le dépassement de soi et de la machine et de tout ce qui est scientifique derrière. Et du coup c'est hyper intéressant. Mais par contre, bah oui, tu vois les compagnes de ces personnes-là, elles vivent dans l'angoisse permanente d'avoir quelqu'un qui débarque devant leur porte pour leur annoncer le décès de leur compagnon. C'est terrible. C'est sûr que bosser à la poste, c'est moins stressant. C'est peu de le dire. Mais du coup, juste pour terminer, je pense, sur la série, toi, tu as déjà un petit peu répondu, Céline, tout à l'heure. Tu as devancé ma question. Est-ce que ça vous a donné envie de voir de futures productions de la chaîne de National Geographic, en tout cas pour des séries fiction, pas fiction, réelles ou pas? Toi, par exemple, Julien? Bah, pour le coup, ouais. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer, parce que j'attendais pas une fiction en effet venant de. Enfin, fiction romancée, voilà, on se comprend. De National Geographic, et je trouve qu'ils ont quand même fait un truc qui est quand même très très bien. Même si, comme je disais, parfois je me suis un petit peu ennuyé parce que je connaissais déjà l'histoire que pour autre chose, quoi. C'est pas la faute de la série, je pense, c'est plus ma faute à moi. Mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Je suis curieux de voir notamment qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite de Let of the Hero, du coup. Ouais, de voir comment ils vont développer les autres programmes. Est-ce qu'ils vont suivre quelque chose d'un format un peu similaire ou ce sera pas forcément similaire, puisque forcément chaque individu est différent, donc t'auras jamais la même histoire à raconter. Et puis, mais en effet, il y a de la matière, comme on disait. Ouais, carrément. Et puis c'est vrai que du coup, qu'est-ce qu'ils vont proposer d'autre et tout, moi je suis curieux. Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à nos temps modernes, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter même maintenant? Bah ouais, c'est vrai. Après là, je pense qu'on sortirait, on ferait des tels sauts dans le temps que je suis pas sûr que ça fonctionnerait aussi bien. J'en sais rien en fait. C'est vrai qu'on fait pas grand-chose sur le spatial moderne dans la fiction, ou alors on part directement dans la science-fiction. C'est peut-être parce que c'est trop contemporain, donc faut laisser un peu de quelques années passer en fait pour avoir des histoires à raconter, peut-être. Ouais, bah je pense aussi qu'il y a un côté très spectaculaire dans la conquête spatiale et dans l'époque des années 60 autour de tout ce qu'il y a autour, qui fait que c'est quasiment un scénario déjà préécrit, quoi. Ce qui est plus complexe dans le spatial moderne. Parce qu'en même temps, il y avait rien à l'époque, donc c'était le Far West. Les pionniers. Bah c'est ça, c'est toujours. Et puis bon, c'était quand même un contexte politique qui n'était pas hyper enviable non plus, personnellement. De vivre dans l'angoisse de la guerre froide et de la bombe nucléaire, c'était pas ouf quand même. Mais c'est vrai que ça donne un certain piquant quand il raconte l'histoire. Mais toi, du coup, Lucille, ça t'a donné envie de voir d'autres productions? Moi, je regardais déjà les productions National Geographic sur Disney+, parce qu'ils ont plein de documentaires sur des animaux très mignons. Et j'aime beaucoup les animaux mignons, donc ça m'est déjà arrivé de mettre ça en fond sonore ou en regardant d'un œil, voilà. Après, justement, sur toute la dimension plus scientifique, je dis pas que les documentaires
Les animaux sont pas scientifiques, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais justement sur que ça soit l'exploration spatiale, sur les avancées scientifiques des hommes, on va dire. Ouais, ça m'a mis l'eau à la bouche parce que j'ai trouvé quand même que la série était très qualitative, et que du coup, je suis curieuse de savoir un peu ce qu'ils pourront faire par la suite. Complètement, et puis sans que ce soit forcément la conquête spatiale, ça peut être d'autres explorations, et notamment des sujets... On pourra en reparler en deuxième partie avec ton sujet, des sujets marins, par exemple. Pourquoi pas ? Par exemple. Sans spoil. Bon, toi, Céline, t'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'imagine... je n'imagine pas, tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais envie de voir d'autres productions. Oui, surtout que j'avais oublié que un des meilleurs acteurs du monde faisait une série documentaire, vu qu'il y a Le Monde selon Jeff Goldblum. Ah, c'est vrai. Et que je ne l'ai toujours pas regardé. Et qu'il faut que je m'y attelle parce que ça a l'air extrêmement bien. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et c'est très intéressant parce que ça traite des sujets genre il a un épisode entièrement dédié à la glace, voilà, la glace qu'on mange, voilà, ou un autre dédié le premier c'est sur les baskets, les sneakers. Trop bien. Donc ce sont des sujets un peu inhabituels et il va aller voir un peu justement ce qui rend ces sujets si attractifs pour nous au 21e siècle. Et du coup, c'est plutôt... Enfin bref, donc allez-y, regardez-la, c'est plutôt sympa. Et puis Jeff Goldblum a tellement un charisme de fou, il fait des blagounettes. Donc c'est très agréable à regarder. D'ailleurs, ce qui est drôle, puisque on est en plein dans le thème, puisque Jeff Goldblum est dans le premier film, L'étoffe des héros. Donc, ah oui, incroyable. Il était si jeune et si choupi d'ailleurs. Je vous invite à revoir le film juste pour Jeff Goldblum parce que dès qu'il est dedans, de toute façon, il faut revoir le film. Je sais pas ce qu'il a cet acteur, mais il a une aura qui le rend tout de suite extrêmement sympathique. C'est vrai. Mais du coup, la série Le Monde selon Jeff Goldblum, c'est sur Disney+. C'est Disney+, ouais. Oui. Ah, j'étais persuadée que c'était sur une autre plateforme, tu vois. Donc, complètement hallucinée. Ça peut faire des matins petit déjeuner. Prendre ton café avec Jeff Goldblum. Franchement, si ça, c'est pas la classe. C'est ça. Il y a quand même des matins plus difficiles. Et du coup, je pense que sur ces beaux mots, on va pouvoir terminer cette première partie. Et j'en profite pour faire une petite pause musicale. N'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un En attendant, on a oublié de te briefer, Julien. En attendant, je vous laisse profiter en musique avec un morceau choisi par le spationaute préféré des Français, j'ai nommé Thomas Pesquet. Et donc je vous laisse avec Go de M83, sorti en 2016. À tout de suite. Station. Can't get you used to patience. Wish this time could just be a bit shortened. Between us 6 million seasons. Gotta run, and make it and die.
retour dans ce 119e épisode d'Allo Central. Après cette astronomique première partie sur la série L'étoffe des héros, je vous propose que nous retournions tout de suite dans notre tour de table afin de découvrir la sélection du jour de mes chroniqueurs sur le thème de l'héroïsme. Et on commence tout de suite avec Lucille qui nous emmène en mer. Alors moi j'ai décidé de vous éloigner un peu de l'espace et de vous faire découvrir les charmes de notre planète Terre via une BD qui s'appelle Le Xar, qui est sortie en 2018. C'est écrit et scénarisé par une dame qui s'appelle Hélène Balser, qui à la base est dans l'architecture, donc qui n'est pas du tout dans la bande dessinée à la base, mais qui en fait a fait une rencontre. Elle a rencontré un type qui s'appelle Jean-Paul Bassaguet. Et ça lui a donné envie, en fait, de raconter son histoire à travers une bande dessinée, parce que cette dame, elle a une qualité, notamment, c'est qu'elle dessine extrêmement bien et elle peint très très bien. Donc Jean-Paul Bassaguet, à la base, c'est un cancre qui a toujours rêvé d'océan et d'aventure. Alors, lui, son objectif, c'était de devenir capitaine au long cours. Donc, les capitaines au long cours, ce sont les capitaines de navires marchands qui ont donc l'autorisation de parcourir le monde entier. Et donc, sa carrière de capitaine au long cours va déjà être ponctuée... Alors, déjà, son apprentissage va être ponctué de voyages en Amérique du Sud, notamment. Alors, déjà, il avait la bougeotte. Il a été un petit peu partout. Ensuite, quand il est devenu capitaine au long cours, il a été notamment capitaine de la Calypso. Donc la Calypso, le navire du commandant Cousteau, dont vous avez tous entendu parler au moins une fois dans votre vie. C'est donc le commandant Cousteau, il est commandant, mais il fallait un vrai capitaine au long cours du bateau. Et donc Jean-Paul Bassaguet, il a été capitaine pendant une dizaine d'années à peu près. Donc ce qui fait que c'est abordé dans la bande dessinée, on en sait un petit peu plus sur les conditions de vie à bord, les conditions de tournage. Le portrait n'est pas très reluisant parce que c'était la vidéo avant la vie à bord, donc voilà, mais ça fait partie quand même de son histoire. Ensuite, il en a eu marre, il a décidé de traverser l'Afrique en jeep avec son meilleur pote et sa femme. Donc il y a toute une partie de la BD qui retrace notamment des anecdotes, pareil, pas forcément très réjouissantes, de sa traversée de l'Afrique, puisque donc je vous parle de ça, c'était dans les années 50-60, donc c'était quand même des moments où avec la sortie ou la colonisation, etc., il y avait des gros conflits en Afrique, donc voilà, pareil, toute une aventure à travers l'Afrique. Et enfin, il a fait construire à un moment le grand rêve de sa vie, qui était donc de faire construire un bateau qu'il a appelé le Xar, donc dont la BD tire son nom. Et donc, sur son Xar, il a écumé les mers et les océans pendant plus de 40 ans, avant de raccrocher, je sais pas comment on peut dire ça, son ancre, voilà, pour vivre une retraite plus paisible dans le sud de la France. Voilà, donc j'ai voulu parler de cette BD parce que... déjà, c'est un très bel objet, c'est une BD qui est grand format, les peintures sont magnifiques, il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de cartes. Si vous êtes sensible à ce genre de production, du coup, ça devrait vous plaire. Et c'est en plus un livre, enfin une bande dessinée du coup, qui donne envie de partir à l'aventure. Même si à l'heure actuelle, effectivement, tu n'explores plus le monde comme tu l'explorais dans les années 60, bien sûr. Ça donne envie d'océan, ça donne envie d'horizon, ça donne envie de tout ça, quoi. Voilà. Et donc forcément, quand on a parlé de destin héroïque, j'ai tout de suite pensé à... Enfin non, j'ai pas tout de suite pensé à lui, mais j'ai rapidement pensé à Jean-Paul Bassaguet et à cette BD qui retrace sa vie. Voilà. Et c'est une BD, comment tu en as entendu parler à la base ? C'est un cadeau puisque j'étais amie avec l'éditeur. Donc c'est édité aux éditions Varum. Et il m'a offert cette BD en me disant tu vas voir, ça va t'en mettre plein les yeux. Et il avait parfaitement raison. Il avait tout de suite ciblé quelle lectrice tu étais. Déjà, il avait ciblé quelle lectrice j'étais. Et puis moi, je suis quelqu'un qui suis passionnée par l'océan. J'ai vraiment une fascination pour l'océan et du coup ce destin de cet homme qui rêvait de parcourir les mers, forcément ça me parlait un peu. Forcément. Et la dessinatrice, enfin l'artiste Hélène Balser, tu la connaissais un petit peu avant ou tu l'as découverte avec cette bande dessinée ? Je l'ai découverte avec cette bande dessinée et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'elle avait fait que ça jusqu'ici. D'accord. Donc j'espère qu'elle en fera d'autres.
Parce qu'elle a vraiment un trait vraiment intéressant et c'est vraiment beau quoi. D'accord. C'est hyper joli parce que il y a vraiment quelque chose d'assez léger en fait dans son style. C'est très épuré je trouve, en tout cas dans les planches que j'ai vues. C'est très beau à regarder en tout cas. Je pense que c'est quelque chose, si au moins si vous n'avez pas encore accroché à l'histoire parce que vous n'avez pas encore plongé dedans, vous accrocherez au moins au dessin parce que c'est vraiment très très esthétique. Je ne sais pas si dans l'assistance, Julien et Céline, vous connaissiez ce monsieur ou cette bande dessinée. Pas du tout. Mais j'ai hyper envie de regarder, d'y jeter un œil, vraiment. Surtout qu'à la maison, j'ai 2 lecteurs de BD à fond de balle. Donc des histoires comme ça peut vraiment être très très chouette. Et toi, Julien ? C'est pareil, je connaissais pas du tout. Ça, là, je regarde un petit peu les illustrations, ça a l'air quand même d'être très joli en effet. Puis là, je pense qu'il y a aussi un petit côté, je suis assez curieux, c'est un peu cette nostalgie du gamin qui a grandi en regardant en boucle tous les trucs de Cousteau que je veux surtout pas revoir maintenant parce que je sais qu'il y a des trucs qui ont très très mal vieilli. Mais en tout cas, l'enfant que je suis a gardé quelque chose de cette époque et tout, et du coup, ouais, je serais très curieux de voir l'œuvre en question, parce que c'est très joli. Ouais, ça fait vibrer ton cocoro d'enfant, c'est très bien. Exactement. Mais en tout cas, très, très jolie recommandation, Lucille. Moi, c'est pareil, je pense qu'au détour, je l'espère, d'un prochain café où on pourrait se voir en vrai, je te l'emprunterai, hein, si tu me... Mais avec plaisir, je te la prêterai avec grand plaisir. Mais on a plein de choses à s'échanger, parce que c'est pareil, ma bibliothèque s'agrandit de plus en plus, mais donc à l'occasion, quand on pourra se revoir, ce serait avec plaisir d'y jeter un œil. Et du coup, je vous propose que nous restions dans le thème de la bande dessinée. Il y en a pas mal ce soir, hein, je vous le dis tout de suite, avec le sujet de Julien qui, lui, fait le lien avec la BD tout en restant dans le lien du thème de la première partie. Toi, tu vas nous parler de Dans la combinaison de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Eh ben oui, totalement. C'est une BD, je trouve qu'il y a déjà rien que l'histoire derrière, elle est assez folle. Donc si vous connaissez pas Marion Montaigne, eh ben, il faut connaître Marion Montaigne, déjà ça c'est une chose importante à savoir. Il faut lire ce qu'elle fait. Elle fait des BD très bien, notamment des choses autour de tout ce qui est Professeur Moustache. Elle a un compte Twitter et tout ça. Elle fait des trucs vraiment très sympas. Elle fait beaucoup d'illustrations comiques destinées à faire de la vulgarisation, et c'est très 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 bien fait. Et ce qui était très amusant, c'est qu'en fait, à l'époque où Thomas Pesquet était en formation, donc Thomas Pesquet, je pense que c'est pas la peine de le présenter, et qu'on ne savait pas qu'il l'était, eh ben, il y consommait en fait le blog de Tumura Moins Bête, et il avait laissé un commentaire. Et elle a pas spécialement percuté parce que voilà, les gens laissent des commentaires. Et c'est plus tard qu'en fait, par le CNES, elle a appris que Thomas Pesquet aimait bien ce qu'elle faisait. Et du coup, ils ont été mis en contact jusqu'à faire une BD. Et donc déjà je trouve ça complètement incroyable, t'imagines, tu fais un bloc de dessin et t'apprends que t'as un astronaute qui le lit et qui veut faire un truc avec toi quoi. Ça lui est incroyable. Et donc elle a produit cette BD en travaillant avec le CNES et Thomas Pesquet, dans la combi de Thomas Pesquet. Une BD qui revient sur en fait toute sa formation et tout son parcours. Il y a ça va plus tôt, puisqu'au début ça commence avec son enfance et tout, jusqu'à son voyage dans l'espace et son retour. C'est à la fois un parcours de vie, mais c'est aussi une explication de ce que c'est que la vie d'astronaute. Et c'est complètement de la comédie, c'est vraiment très 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 drôle. Moi j'ai rarement explosé de rire devant une BD, et ben là j'ai explosé de rire devant cette BD. Ça m'est arrivé de moment où j'étais là tout seul dans mon salon, et j'explose de rire devant certains passages incroyables. Et ce qui m'a remarqué, alors déjà bon, le style de dessin il est drôle en soi, je trouve. Ce que je trouve très très réussi, et comme d'hab avec Marion Montaigne, c'est ce côté mélange de vulgarisation et d'humour, parce que on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en sortant de la lecture de la BD, on a une idée assez claire de qu'est-ce que ça implique de se former pour être un astronaute, de qu'est-ce que c'est que le métier d'astronaute, et de qu'est-ce qui se passe quand on vit dans la station spatiale, de quels sont les trucs à gérer, tout un tas de petites choses dont on n'a pas du tout conscience, bien entendu, quand on voit que l'extérieur et qu'on voit que comme on disait, hein, le rêve d'aller dans l'espace, ou le pas rêve selon, le danger éventuellement de l'aventure. Vraiment, c'est intéressant, et ça humanise pas mal les personnages aussi quelque part, parce que ça les met dans des situations assez drôles, et qui sont des situations qui nous préoccupent nous aussi dans la vie normale parfois.
Je sais pas ce que je peux ajouter de plus là-dessus, ou est-ce qu'on passe aux questions. Alors ça va sortir en 2018 d'ailleurs, c'est récent. C'est sorti pile dans l'époque où Thomas Pesquet était en mission. Ouais, j'ai regardé un interview justement de Marion Montaigne qui parlait de la sortie de cette BD, et c'est assez dingue parce que finalement tout le projet s'est monté entre 2015-2016, les prémices, et en fait pendant tout le long du processus de la création de BD, en fait, il y a eu la montée de l'engouement et de la popularité de Thomas Pesquet, et ça lui a foutu d'ailleurs un petit peu de pression, je crois, de voir qu'il devenait aussi populaire. Elle se dit putain, il faut pas que je dessine des conneries, trop de conneries sur lui, et elle est tombée vraiment pile poil au bon moment en fait. Quel timing. Ah non, c'est parfait. Et puis, et elle, moi je trouve qu'elle a bien fait de dessiner beaucoup de conneries sur lui, parce que c'est vraiment très très drôle pour le coup, et enfin moi ça a très bien marché sur moi en tout cas. Mais je crois que en plus elle a dessiné des petites bêtises humoristiques dessus, mais de ce que j'ai compris, en tout cas de l'interview que j'avais vue, c'est un gars qui est quand même très très drôle de base, en tout cas qui est très abordable apparemment. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui est forcément retranscrit dans ses apparitions publiques, parce que on en a déjà parlé en première partie. Il y a la gestion des médias où il faut pas dire trop de bêtises non plus. Mais de base, c'est quelqu'un qui a l'air, en effet, comme je disais, hyper abordable, très rigolo, et qui lui-même elle avait l'air de dire à Marion Montaigne qu'elle pouvait se lâcher sur les blagues, il n'y avait aucun souci, que lui, ça le faisait marrer. En même temps, s'il aimait déjà ce qu'elle faisait avec le professeur Moustache, avec Tu mourras moins bête, forcément déjà il y avait un match. Clairement. Après c'est vrai que Thomas Pesquet, moi je l'ai juste vu un moment dans un couloir de loin, une avant-première d'un truc, mais de ce que je sais des gens que je connais au CNES ou autres qui ont interagi avec lui, tout le monde l'adore, même dans le backstage quoi. Ouais, c'est un gars qui est pas que comment dire, en apparence sympathique, apparemment il l'est. C'était un truc que j'avais vu passer aussi, où maintenant justement comme des personnalités comme on en a pu en parler en première partie, avec des égos très très forts, ça pourrait plus se faire en 2020-2021, parce qu'en fait les gars, il faut quand même qu'ils aillent vivre plusieurs années avec d'autres gens en fait, sur des stations. Donc tu peux pas te permettre d'avoir des gens qui ont des caractères difficiles, et ouais, Thomas Pesquet apparemment il est sympathique, donc ça doit être agréable de vivre en station avec lui. En tout cas, c'est ce que ça laisse entendre dans la BD. J'ai l'impression que c'est un peu une constante dans les personnages d'astronautes très là maintenant souvent qui sont très médiatisés et autres. J'ai l'impression que c'est toujours des gens qui ont l'air d'être des gens avec qui tu te dis que tu pourrais travailler sans aucun problème, qui ont l'air d'être sérieux, arrangeants, rigolos, enfin. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est de nos jours on est obligé de sélectionner les astronautes pour des missions longues. Parfois ils passent 300, 400 jours dans des stations. Enfin, il y a des gens qui font des missions d'une longueur incroyable, quoi. Donc ils peuvent pas être les mecs typiquement de Death of the Hero, c'est plus possible, quoi. Jamais de la vie Alan Shepard dans l'ISS, quoi. Sinon tu te retrouves avec une espèce de les Marseillais dans la station Mir. Non mais je pense les mecs qui s'égorgent, hein, je pense aussi, ouais, ce serait un petit peu compliqué. Et à la base c'est une BD que tu as découvert comment? Parce que tu étais déjà intéressé par le sujet, tu suivais le blog? Alors moi je connaissais Marion Montaigne, enfin je la connaissais pas personnellement, mais je suivais ce qu'elle faisait depuis un petit moment. Après étant un peu dans un monde de gros space geek, forcément on a énormément suivi l'histoire de Thomas Pesquet, et on a su très vite que la BD sortait. Mais très étrangement, je l'ai reçu en cadeau dans un cadre vraiment étonnant. C'était un cadeau d'anniv, je crois que c'est dans le cadre du job où tous les collègues savaient pas comment faire. Ils disaient attends, qu'on croit qu'il aime bien l'espace, Julien, on a qu'à lui offrir ça. Ils ont vu juste. Et du coup, c'était très vu juste, c'était vrai très très juste. Et j'espère que c'est bien là que j'ai reçu, sinon j'ai vexé quelqu'un. Mais il me semble que c'est dans ce cadre que j'ai reçu ce cadeau. Vérifie si t'as pas une dédicace à l'intérieur. Non, il n'y a pas de dédicace. Si c'était venu du CNES, j'aurais bien aimé. Peut-être que maintenant, là, tout de suite, j'ai fait des trucs avec le CNES ces derniers temps. Peut-être j'aurais pu négocier des versions dédicacées avec le CNES, mais pas à l'époque. Et du coup, c'est une BD que tu recommanderais, j'imagine, à tout le monde, vu que c'est
c'est drôle et c'est un peu de la vulgarisation, comme tu le disais. Alors ouais, carrément à tout le monde sans aucun problème, pour peu que vous soyez ouvert à ce genre d'humour, hein, parce que c'est... Alors déjà c'est très drôle, mais c'est vrai que parfois c'est aussi très... Enfin il y a quand même pas mal de blagues de caca aussi dedans, par exemple. Enfin il y a des planches entières consacrées aux questions de comment on va aux toilettes dans l'espace, et avec un humour vraiment gras, mais gras drôle, quoi, pas juste lourdingue, enfin je trouve. Donc moi je trouve que ça se prête à tous les âges, et... Il n'y a aucun problème, je pense, à le lire, qu'on soit un enfant ou un vieux, quoi. Mais c'est des questions indispensables de savoir comment on fait ses besoins dans l'espace, hein, parce que pour ceux qui verront la série L'étoffe des héros, la question se pose à un moment. Hein. Oui. Et d'ailleurs, je ne spoil rien, mais cette anecdote est un truc qui est vrai. Ça, pour le coup, il n'y a pas de romance, c'est pas romancé, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais du coup, moi, je me suis quand même dit, c'est incroyable ce qui se passe, et tu t'es dit, donc, et là, si tu dis que c'est vrai, parce que moi, sur le coup, je me suis dit, ouais, vas-y, ils en ont rajouté des caisses. Non, c'est vrai, et ça a même failli avoir des conséquences graves. Bah non, mais en fait, il y a qu'à voir la tronche de la première capsule, il n'y avait même pas de hublot. En fait, les scientifiques, ils ont pensé à plein de trucs, sauf à des trucs relativement essentiels, et notamment comment évacuer ses besoins quand tu es dans l'espace. Ah bah, oupsie. On a oublié. Rappelons quand même qu'on parle de l'agence qui, en envoyant la première femme dans l'espace, lui a filé 100 tampons pour une semaine. Oui, c'est vrai. N'oublions pas cette anecdote intéressante. Parce qu'il y avait ça, mais après, quand il commençait à y avoir des femmes astronautes, bah là aussi, ça a été un sacré cinoche pour faire comprendre à des bandes d'ingénieurs, mecs, qui ont jamais bossé avec des femmes que ça fonctionnait pas comme ça, quoi. La NASA et les fluides corporels, il y a quand même un truc, hein. Il se passe quelque chose, je pense. Hein. Ouais, les scientifiques sont tellement concentrés sur comment dire, d'autres choses essentielles comme la propulsion de la fusée, parce que en même temps ils avaient du boulot, hein, parce que vu le nombre d'essais ratés, et du coup ils n'ont pas eu le temps de penser à comment on évacue comment dire, une petite envie de pissou sans faire perdre 5 heures au mec qui est déjà dans sa fusée. Alors, soit dit en passant, ça a aussi beaucoup profité du coup aux technologies des couches, cette histoire. Ça a eu des vraies répercussions, parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus, notamment dans le cadre spatial, et du coup, les couches ont beaucoup gagné. Les couches culottes ont beaucoup gagné aux travaux de la NASA, en fait. C'est une répercussion qu'on connaît pas, par exemple, sur la vie des gens, mais... C'est explosion de Pampers dans les années 60-70. Waouh. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas forcément, mais c'est tellement des grands basiques incontournables de la vie, en fait, bah oui, ça semble assez logique. Bon, toi, du coup, Céline, j'imagine que là, c'est une BD que tu vas pouvoir offrir à tes enfants. Elle est déjà dans mon panier. Voilà. C'est dans ma wishlist, c'est direct. Mais en même temps, c'est bien parce que tu vois, là, tu peux faire un cadeau à tes enfants tout en profitant très largement, toi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais comme j'en ai un qui hésite entre auteur de BD ou astronaute, et ben voilà. Voilà, on va se faire se rejoindre les deux trucs. C'est pas mal. C'est auteur de BD pour les astronautes, voilà, on a réussi à résoudre le problème. Voilà. Astronaute, auteur de BD. Mais en tout cas, ouais, Marion Montaigne, c'est toujours une très bonne recommandation. De toute façon, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment hyper drôle. Même le petit dessin animé qu'ils en ont fait, je crois que c'est sur Arte. Ou sur YouTube, je sais plus où est-ce que c'était diffusé, le Tu mourras moins bête. Eh ben, je ne sais pas. J'ai un énorme doute, mais c'est pas grave, je remettrai le lien. J'aurais dit Arte aussi, ouais. Bah, j'imagine bien ça sur Arte, mais... Je crois que c'est sur Arte, mais enfin, perso, je les regarde sur YouTube. Donc... Oui, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, comme d'habitude, je le mettrai dans la fiche des références de l'épisode, comme ça vous pourrez directement aller voir. Et puis, plus les divers liens vers ces différentes BD, puisque c'est une nana formidable qui raconte très bien des histoires. Donc, allez-y, mangez-en, hein, comme on dit. Et bah du coup, je pense que je vais pouvoir me donner la parole à moi-même, hein, parce que c'est toujours le moment un peu gênant où je parle de mon sujet et personne ne fait la transition pour moi, sniff. Mais donc pour ma part aujourd'hui, moi j'avais très envie, c'est un petit revirement, hein, là on part plus du tout dans le réel, on part dans de la fiction pure et dure. Moi j'avais très envie de vous parler d'un des coups de cœur de ma fin 2020, puisque je souhaitais vous parler d'un des cadeaux que j'ai reçus à Noël. C'est la BD géante Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Alors déjà avec un titre aussi catchy, déjà vous êtes obligé d'être tout à fait séduit.
séduit. Et c'est une épopée aux mille et une aventures extraordinaire qui n'a vraiment rien à envier à l'Iliade et l'Odyssée, si je peux me permettre le parallèle. Voilà, je mets la barre très très haute. Et donc on y découvre le personnage de Céleste, une jeune femme recueillie tout bébé par une adorable famille d'agriculteurs des montagnes, entourée de 6 frères. Et en fait, sa particularité, elle est gigantesque. C'est vraiment une géante. Sauf qu'au fur et à mesure en fait, qu'elle grandit et que ses frères s'émancipent et partent les uns après les autres à la découverte de leur propre destin, elle aussi, elle rêve de voyages et de contrées lointaines à la recherche de ses origines. Et forcément, comme tout bon récit initiatique, Céleste, elle finira elle aussi par partir et se retrouvera confrontée au pire comme au meilleur du genre humain. Alors, c'est une histoire qui va parler de plein de choses. Ça va parler de courage, ça va parler de curiosité, de désir de vouloir être le seul maître de sa vie. On y questionne l'amour, l'empathie, la religion, la guerre, la place de la femme dans une société hostile et de toutes ses dérives. Voilà, une petite aparté chasse aux sorcières par exemple. On y voit toutes sortes de paysages, de costumes, de coutumes, enfin bref. C'est un récit épique pour une femme aussi haute qu'un pic. Voilà, je me suis fait un peu plaisir dans ma chronique. Je l'ai dit en introduction, moi j'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Je l'ai lue d'ailleurs en diptyque avec une autre BD qu'on m'a offert à Noël qui est géniale, qui s'appelle Peau d'homme, qui est un autre récit dédié à la liberté des femmes. Et du coup, forcément, derrière Géante, il y a de grands artistes. On a tout d'abord Jean-Christophe Devenay, donc, qui est un Français qui n'est pas né d'hier, si je voulais faire un très mauvais jeu de mots, il vient de la ville de Hyères, de la région PACA. Voilà. C'est un auteur qui... je lisais un article du Figaro pour préparer ma chronique, qui avait déjà en fait questionné en 2014 la sous-représentation des personnages féminins dans la bande dessinée. Et lui-même en fait a souhaité raconter au travers de cette histoire un parcours de femme avec un ton en étant assez juste et sans tomber dans la caricature, tout en étant dans un univers d'inspiration un peu renaissance. Et c'est sur ces bonnes ondes en fait que la dessinatrice espagnole Nuria Tamari a rejoint le projet. Son style est magnifique. Et elle-même, du coup, ils se sont rejoints là-dessus parce qu'elle voulait éviter d'exacerber une sensualité ou une sexualité au travers de l'héroïne un peu exacerbée. Parce que c'est un truc qu'on retrouve souvent dans la bande dessinée et qui n'est pas toujours justifié, clairement, la sexualisation des personnages féminins. Là, on n'a pas du tout de ça, donc ça fait du bien, on s'en défait un peu. Et comme je le disais, le style est magnifique, c'est un mélange de techniques traditionnelles et numériques, et ça donne vraiment un charme fou à la bande dessinée. Comme pour la bande dessinée d'ailleurs de Lucille, c'est un grand format, qui est très très beau. Là forcément, c'est de l'audio, vous pouvez pas le voir, mais... il y aura le lien dans la page de référence de l'épisode. C'est vraiment très très joli. Et moi personnellement, je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter un petit peu là. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est quel que soit l'âge que vous avez, il faut que vous lisiez cette BD parce que c'est vraiment une révélation. Je sais pas si dans l'assistance, vous avez déjà vu ou aperçu cette bande dessinée, ou même lu, je ne sais pas. Pas du tout, mais ça donne envie. Toi qui as aimé Peau d'homme, tu es forcément obligé d'aimer Géante, c'est sûr. D'accord, je note. Du coup, c'est gros coup de cœur. J'ai hâte que d'autres gens le lisent pour que je puisse en discuter avec eux parce que c'est vraiment très très beau. Du coup, on va rester dans une dynamique un petit peu fiction en partant vers de la fantaisie fantastique avec le dernier thème de la soirée, avec ton thème Céline, avec la Belgariade et la Malorée. Et les dieux créèrent l'homme, et chaque dieu choisit son peuple. Mais Thorac, le dieu jaloux, vola l'orbe d'Aldur, le joyau vivant. Façonné par l'aîné des dieux, et ce fut la guerre. Le félon fut châtié. À Ctol-Mishrak, la cité de la nuit, il dort toujours d'un long sommeil hanté par la souffrance. Le fleuve des siècles a passé sur les royaumes du Ponant. Les livres des présages sont formels. Thorac va s'éveiller. Et justement, l'orbe disparaît pour la seconde fois. Que le maudit la trouve à son réveil et il établira son empire sur toute chose. Belgarat le sorcier parviendra-t-il à conjurer le sort ? Dans cette partie d'échecs cosmiques, il a réussi à préserver une pièce maîtresse, le dernier descendant des gardiens de l'orbe, désigné par les présages
mais qui n'est encore qu'un petit garçon. Pam, pam, pam. Tadam. Ça, c'est la 4e de couverture du premier tome de la Belgariade, qui est une série d'heroic fantasy en 5 tomes, suivie par La Malorée, qui elle-même comprend elle aussi 5 tomes, qui est ensuite d'ailleurs suivie encore une fois de 2 diptyques sur les sorciers principaux de cette énorme saga écrite par David Eddings dans les années 80. C'est pas quelque chose de récent. Par contre, Pocket a l'excellente idée de démarrer une intégrale de ce qui est pour moi une des meilleures séries d'heroic fantasy. D'habitude, quand j'en parle, je dis que c'est Tolkien pour les flemmards ou Le Seigneur des Anneaux sans les 852 pages sur un brin d'herbe qui virevolte dans le vent. Pour schématiser, on est quand même grosso modo sur une bonne grosse épopée heroic fantasy avec un personnage à qui doit arriver une histoire extraordinaire avec des sorciers, des chevaliers, des trucs de fous, dans des paysages incroyables, des pays qui n'existent pas avec des noms imprononçables. Et c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que justement, il y a cette dynamique, il y a un humour qui est incroyable et ça se lit tout seul. 14 bouquins, dit comme ça fait un peu peur, mais sincèrement, ça passe hyper vite. Le petit fun fact dans cette série de livres, c'est que donc c'est écrit par David Eddings, mais en fait non. C'est-à-dire que ça a été effectivement écrit par David Eddings, mais avec énormément d'aide de sa femme, qui n'aura été créditée sur les livres que bien plus tard. C'était un petit peu une écrivaine de l'ombre, comme ça. Enfin, elle relisait tout ce qu'écrivait son mari, elle corrigeait tout, et elle transformait tout pour que ce soit bien. Ouais, elle a fait tout le boulot, quoi. Elle a fait tout le boulot. Sauf qu'à l'époque, ce qui avait été décidé par l'éditeur, c'était que non, mais un couple d'auteurs, ça fait pas vendre, ça fait pas rêver, on va parler que de monsieur. C'est moche. C'était les années 80. Hein. C'était les années 80. Et effectivement, donc, ils ont été quand même extrêmement prolifiques, hein, les époux Eddings. Ils n'ont pas écrit que cette série-là. Ils ont également écrit un truc qui s'appelle Les Rêveurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a également La Rédemption d'Altalus. Sachant que je regardais La Belgariade, rien que les 2 premiers tomes, ils sont sortis la même année. C'est des malades. Les 2 premiers tomes, ils sont sortis la même année, en 83, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Début des années 80. Et c'est sorti en France au début des années 90. Moi, j'ai découvert ça début des années 2000, ce qui ne nous rajeunit pas. Et vraiment, c'est très 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 cool pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, hein, et qui ont l'habitude d'ouvrir un livre de fantasy où il y a du coup des cartes de pays comme ça inventées. La même. Voilà, c'est pareil. C'est pareil, mais en bien. Oh, t'es dur quand même. Non, j'abuse. J'abuse évidemment, hein, parce que moi j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup Le Hobbit, j'ai énormément une passion pour ces histoires-là. Mais c'est quand même un peu longuet, on va pas se mentir. C'est un univers de fantasy d'ailleurs qui par contre s'émancipe de tout ce qui a été inspiré du Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas de trucs comme ça. Non, il y a un sorcier et une sorcière. D'accord. C'est là qu'on voit la patte de Madame Eddings dans ces histoires-là. Mais d'ailleurs, j'avais vu que la particularité de cette saga, c'est que tous les livres avaient leur titre emprunté à des pièces d'échecs. Ouais, il y a le Pion blanc des présages, après c'est La Reine des sortilèges, le Gambit du magicien, la Tour des maléfices, la feinte partie de l'enchanteur. Et ça, c'est des bouquins, tu les as découverts, donc tu dis début 2000, mais tu t'es tombé dessus par hasard ou on te l'a recommandé ? Comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est un homme qui me les a fait découvrir. Dit comme ça, c'est super bizarre. Voilà. J'étais obligée de la faire, hein, fallait que je la fasse celle-là. Mais en plus, c'est vrai, c'est un copain de fac qui avait adoré les bouquins, qui m'en avait parlé, et ça avait l'air très très cool. Et un peu comme, bon, à l'époque non, mais aujourd'hui j'aurais probablement fait la même chose. J'aurais fait un panier Fnac et je les aurais tous mis dans mon panier. Et donc à l'époque, je me suis déplacée dans une vraie Fnac et j'ai acheté les livres et je les ai dévorés ultra vite. Ils sont juste devant moi, ils ont connu pas mal de déménagements, donc ils ont un peu un
un petit coup de travers, mais ils sont toujours là et je les aime beaucoup. C'est une saga que tu veux faire découvrir, pareil, on y revient à tes enfants, hein, mais t'as hâte qu'ils aient l'âge de les lire. Bah alors, pour le coup, c'est vraiment hyper accessible, même assez jeune. Il n'y a pas de scène un peu bizarroïde, ou il n'y a pas de... pour le coup, c'est vraiment hyper accessible, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je pense que le plus grand, qui a 9 ans, qui va avoir 10 ans là bientôt, je vais lui dire c'est Harry Potter ou ça. T'as le choix. T'es genre, la pilule rouge, la pilule bleue. C'est ça. T'auras raison, t'auras forcément raison, mais voilà, hein, choisis bien. La question, c'est plutôt dans quel ordre. C'est comme ça, au moins, t'as pas d'embrouille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, sachant que j'écoutais une critique de la saga et c'était justement un mec qui l'avait recommandé à sa compagne qui était en manque de lecture, une grosse lectrice. Et du coup, elle avait lu donc La Belle Gaillarde et la saga La Malorée juste derrière, avec les magiciens. Elle a tout lu un peu dans l'ordre de parution. Et en fait, la manière dont c'était raconté, avec le schéma narratif du récit initiatique, se répétait un petit peu entre La Belle Gaillarde et La Malorée, et c'était bien de faire une pause entre les deux. Et de lire les livres sur les magiciens entre les deux, ouais. Donc du coup, je pense que c'est peut-être important d'indiquer un petit schéma pour éviter, en tout cas pour les gens qui lisent très vite, hein, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc ça ne m'arrivera pas. Mais effectivement, les deux sont assez parallèles. Et je m'étais fait la même remarque à l'époque où je les avais lus, enfin en tout cas où j'avais lu effectivement la Malorée, mais c'est effectivement, ça révolutionne pas le genre, mais lisez-les quand même parce que c'est bien. Moi, dans une lecture de fiction, moi j'attends pas en fait à avoir une révélation, mais j'attends à avoir un coup de cœur, tu vois. J'ai envie d'avoir ce truc où tu refermes le livre et t'es content, tu vois. Tu te dis putain, j'ai eu une chouette histoire, et tu sais que tu vas avoir envie de la relire à un moment, tu vois. Ça t'aura provoqué une émotion positive, et ça c'est le plus important. T'as pas besoin d'un coup de te retrouver avec le prochain prix Goncourt ou j'en sais rien. Ah non, clairement. Mais tu vois, c'est marrant parce que je disais là, les bouquins, ils ont connu pas mal de déménagements. J'ai fait du gros tri chez moi, j'ai envoyé plein de livres à Momox parce que j'en avais trop et que ça servait à rien. Et ceux-là, je peux pas. C'est pas possible. J'y tiens et je suis hyper triste d'en avoir perdu un parce que du coup, il va falloir que je le retrouve. Et du coup, il sera pas pareil que les autres. Donc ça, tu vois, ça me stresse déjà par avance. Et ouais, non, j'ai un attachement à cette saga que je trouve vraiment hyper bien, et je me rends compte que très peu de gens finalement la connaissent. Moi, il y a très longtemps de ça, je jouais à un jeu qui s'appelle Guild Wars, qui était un MMORPG. Il s'avère que dans ma guilde, il y avait un mec dont le pseudonyme était le nom d'un des personnages de La Belle Gaillarde. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, personne connaît ce bouquin. Et lui, comme par hasard, il avait le nom d'un des personnages. Mais il connaissait ou pas, ou c'était un pur hasard? Et il connaissait, non, il connaissait vraiment, il avait adoré aussi. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est pas si connu que ça. Je t'avoue, moi, quand t'as mis ça, je me suis dit, mais déjà, j'ai cru que c'était qu'un seul titre. La Belle Gaillarde et La Malorée, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais je connais absolument pas. Ça fait très longtemps que je me suis pas plongée dans un univers de fantasy. Donc, est-ce que ce serait pas l'occasion? Oui. Surtout, j'ai qu'une réponse, oui. Surtout que là, si Pocket sort une édition, je sais pas pourquoi, moi j'ai une affection particulière pour les petits livres. C'est-à-dire parce que j'adore les livres brochés, mais j'ai toujours peur de les abîmer. Ouais. C'est je me suis séparée il y a très peu de temps de ma saga À la croisée des mondes, qui étaient mes livres folio jeunesse, machin. Mais je les ai pas vendus parce que ça c'est un peu pareil, je pouvais pas les vendre. Je les ai cédés en héritage à mon frangin, et parce qu'on m'a offert la très belle édition avec la jolie dorure de comment dire, la nouvelle édition qui est sortie il y a 2-3 ans. Mais je comprends ton attachement à une saga. C'est quelque chose, c'est ancré, ça fait partie de c'est ce qui te fait en tant que lectrice. Je comprends. Exactement. Ouais, complètement. Et puis en plus, ce qui est cool avec cette histoire d'intégrale, c'est que il y a
que pour l'instant la première partie qui est sortie en septembre dernier et qui regroupe donc les 3 premiers tomes de La Belgariade. Et je me dis que un livre qui en regroupe 3, ça fait tout de suite moins peur que de devoir en acheter 5 d'un coup. Ça dépend de l'épaisseur. Hein. Parce que moi, je me méfie. Ils sont pas très gros. Hein. Si c'est l'édition bouquin, moi, je me méfie. Hein. Parce que l'édition bouquin avec leurs feuilles en papier drill, moi je me rappelle de l'intégrale de Walter Scott. Hein, j'avais l'impression que jamais je finirais ce livre. Tu sais que c'est un livre maudit. Tu tournes une page et en fait la page ne se tourne pas. Tu vois. Ça dépend des éditions. Mais oui là, du coup ils ont regroupé 3 livres en un. Ouais, les 3 premiers, ouais. Et du coup, après, ils vont faire 3 et 2, c'est ça ? Bah, je pense qu'ils vont faire comme ça, effectivement, parce que pour le coup, effectivement, en épaisseur et en nombre de pages, ça tient à peu près la route. Ouais. Les 3 premiers font en poche à peu près 400 pages chacun. Oui, c'est... Donc c'est quand même déjà assez solide. Le 4e, il fait un petit peu plus, mais à peine. Ok. Et pareil, le 5e, en tout cas pour La Belgariade, ça fait à peu près ça. Ouais, ça doit faire 1200 pages d'un côté, 1000 de l'autre. D'accord. Dit comme ça fait très peur quand même. Ouais, oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de divertissement en ce moment. C'est vrai. Donc autant promouvoir... Lisez des livres. Non, mais autant promouvoir des loisirs qui sont accessibles de la maison. C'est vrai. Donc c'est vrai. Je trouve ça très bien de promouvoir une saga où tu vas rester un certain temps, tu vois, avec de l'occupation. C'est une excellente idée. Et je suis très triste que ça n'ait jamais été adapté ni au ciné, ni en télé, ni en rien. Alors je t'avoue, sur YouTube, j'ai vu, il y avait marqué bande-annonce et j'étais, ah oui, ça c'est un truc de fun. Ouais. Par contre, ouais, il y a des trailers faits par des fans, ce que je trouve assez cool. C'est pas très joli, mais c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'envie du fan qui voulait faire des trucs qui lui plaisent. Le fantasme. Tu sais, c'est genre, peut-être que si un jour un producteur voit ça, il aura envie. Et non. Non, mais par contre, tu sais, on n'est pas enfin, ça pourrait. Hein. C'est pas interdit. Il y a tellement des adaptations qui sortent de derrière les fagots sans qu'on les attende. Le truc le plus improbable qui sort dernièrement, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont on parle ce soir, les Winx en série Dark Netflix. Non. Voilà, je pose ça là, mais bon, bah, bref. On n'en reparlera pas. Bon, si un de nos auditeurs connaît quelqu'un chez Netflix, chez Amazon Prime ou chez Disney+, voilà, et qui cherche une idée de nouvelle série, allez-y. Faites-nous La Belgariade. C'est en bien, parce que par contre, j'ai vu une bande-annonce des Disques Monde. Oh là là. Franchement, je connais très peu l'univers et j'ai vu la bande-annonce et même moi, j'ai reconnu que c'était chelou, quoi. Donc, le Disque Monde, pour le coup, c'est... Waouh. C'est un peu souffrance là. Ouais, je pense que si quelqu'un un jour décide de se lancer dans une adaptation, bonne chance. Hein. Sachant que je pense qu'on peut s'arrêter au fait qu'ils ont mis du plastique Bertrand dans la bande-annonce. Oh, c'est rude. C'est chaud. Hein. Oh là là. C'est chaud. Mais qui fait encore ça? Il faut que je vois ça. Mais je sais pas, je pense que la personne qui a fait la bande-annonce doit être parent avec Plastic Bertrand, je vois pas autrement. Parce que bon, ils ont fait un truc un peu potache qui fait un peu mal aux yeux. Mais bon, après, ce n'est qu'une bande-annonce, on sait jamais. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Donc j'espère que le jour où La Belgariade et La Malorée tomberont dans des mains de producteurs, ils seront plus tendres. Et qui mettront pas du Plastic Bertrand. Déjà, ce serait un prérequis. Ils mettront peut-être du Patrick Juvet. Ne parlons pas trop vite. Oh là là, tu vas invoquer le malheur. 2021 ne fait que commencer. J'ai dit 2021, c'est 2020 sous stéroïdes. Donc tout est possible. Patrick Juvet sous stéroïdes. Bref, on va s'arrêter là. Mais en attendant, ouais, grosse saga, ça donne très envie en tout cas de s'y plonger parce que ça fait en effet longtemps qu'on n'a pas eu un univers de fantasy. Et puis surtout celui-là, il est terminé. C'est important aussi. Parce que des univers qui sont en cours et qui se terminent pas, des fois il y en a. Donc, mais celui-là au moins, c'est un univers complet. Donc allez-y, mangez-en comme je le disais tout à l'heure.
Et sur ce, je pense que nous allons pouvoir terminer et clôturer cet épisode. C'est le premier épisode de 2021, les amis. Oui. Et c'était très très cool de vous avoir avec moi. Bienvenue Julien dans cette aventure. Tu es le bienvenu si tu as envie de venir reparler de films, séries ou bandes dessinées. Tu es à ta place dans mon canapé virtuel. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Et sur ce, donc Allo Central est une émission produite et réalisée par Club Katsu. On se retrouve en février prochain pour un nouvel épisode sur le festival de Gérardmer. Oui. La Vosgienne ici forcément me soutient. Mais oui. Puisque du coup cette année exceptionnelle, le festival de Gérardmer a décidé de se dématérialiser pour nous permettre de nous en mettre plein les yeux. Donc on va essayer de vous faire une petite sélection, pas piquer des hannetons comme on dit. Et en attendant, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur Ocha et les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues ou aux extraterrestres croisés au détour d'une planète. Et n'oubliez pas de nous soutenir en nous mettant des petites étoiles sur iTunes. J'oubliais, vous pouvez aussi participer au Patreon. Excusez-moi. Et en attendant, plein de bisous. Salut. Bye bye. Bye.